Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer. Donc, merci d'être venu à cette présentation. On va parler de mobilité électrique, principalement de bornes de charge, aussi un peu de véhicules électriques. Et donc, je travaille pour le LCIE, qui est une filiale du groupe Bureau Veritas. On nous connaît principalement pour des essais de conformité électrique, de la CEM, de la sécurité électrique, et le sujet des IRVE, donc des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, nous concerne particulièrement. Alors, un rappel du contexte et de l'enjeu. Donc, dans le cadre de la transition énergétique, les choses s'accélèrent. Là, j'ai repris un petit texte du ministère de la Transition écologique et solidaire qui date de juillet 2019. Donc, ça a quelques années. Donc, les utilisateurs et les gouvernements ont adopté des véhicules électriques comme une alternative réaliste et durable aux véhicules traditionnels. Ce n'est pas l'unique alternative en carburant alternatif, mais c'en est une parmi d'autres. Donc, on va principalement s'intéresser à la partie électrique. L'objectif pour 2023, ce qui était ambitieux, c'était d'avoir 2,4 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Donc on multiplie par 12 en 2023 depuis 2019 le parc de véhicules électriques depuis 2019. Un premier objectif était d'équiper le territoire en 2023 de 100 000 bornes de charge. On verra si cet objectif a été atteint. Et 2030, l'objectif, c'est de compter plus de 7 millions de points de charge, ce qui représente une accélération de l'équipement du territoire sur les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Alors, l'électromobilité, ce sont des tout petits véhicules, ça va du monocycle, de la trottinette électrique jusqu'au bus électrique, en passant par des véhicules légers, des véhicules utilitaires. C'est notre quotidien. Donc, il y a quelques années, on pensait c'est demain le véhicule électrique. Non, aujourd'hui, on y est, on est en plein dedans. En voiture électrique, il y a principalement 3 familles. Je ne vais pas citer tous les constructeurs, tous les modèles. Il y en a des nouveaux tous les jours. Donc, le véhicule électrique à batterie à 100%, le véhicule hybride rechargeable, le véhicule hybride non rechargeable. Donc, de temps en temps, vous vous retrouvez avec des termes anglo-saxons, avec des trigrammes, comme par exemple le véhicule électrique, on appelle ça un BEHV, donc un Battery Electrical Vehicle. Pour les hybrides rechargeables, vous voyez des fois le terme de PHEV, donc Plug-in Hybrid Electrical Vehicle. Donc ça, vous le retrouvez très souvent dans la presse. Petite statistique sur le marché des carburants alternatifs. Donc, le marché des carburants alternatifs, ce ne sont pas que les véhicules qui utilisent de l'électricité, mais également d'autres types de sources de carburant, comme par exemple les GPL, l'ammoniac, etc., etc. Donc, ces informations datent du 30 septembre 2022. En France, 2,9% du parc de véhicules légers est constitué de véhicules au carburant alternatif. Et en Europe, nos voisins européens sont mieux équipés en véhicules à carburant alternatif que le territoire français. Donc ça se développe beaucoup plus chez nos voisins européens. Mes sources sont l'Observatoire européen des carburants alternatifs. Donc j'ai mis le lien, c'est l'EAFO, qui est un
excellent site d'information pour ceux qui souhaitent approfondir ces sujets. Marché européen du véhicule électrique, donc le parc en Europe s'accélère, s'envole. On est à 400 000 véhicules. Donc là, c'est uniquement du véhicule électrique léger. Les nouvelles immatriculations, chaque année, donc il y a des périodes plus fortes et plus faibles. Donc on est sur une tendance haussière. Et donc là, je rappelle les termes que j'ai utilisés tout à l'heure. BEV, ce sont les véhicules 100% électriques, et les PHEV, c'est les Plug-in Hybrid Electrical Vehicle, ce sont les véhicules électriques rechargeables. Sur le marché français, c'est la même tendance. Bien sûr, on est en dessous du marché européen, mais il y a une très forte accélération ces 5 dernières années. Ça a eu du mal à décoller, mais la tendance, elle est extrêmement forte. Sur le nombre de bornes de charge, donc les IRVE, je rappelle, c'est infrastructure de recharge pour véhicules électriques en Europe et en France. Donc en Europe, on a des chiffres un peu plus complets. La tendance est également à la hausse. On a à peu près 400 000 bornes qui sont installées en Europe. Et en France, on a 60 000 bornes qui sont installées. Et c'est un découpage par trimestre. Donc vous voyez que chaque trimestre, ces chiffres augmentent, évoluent, sachant que en bleu, la grande tendance, ce sont des bornes de charge alimentées en courant alternatif, et en orange, ce sont les bornes de charge de forte puissance qui sont alimentées en courant continu. Alors, on parle très souvent d'autonomie, de temps de charge, ce qui freine très très souvent les acquéreurs pour ce type de véhicule. Donc, la barrière de l'autonomie, donc ce sont bien sûr des chiffres moyens. 50% des trajets journaliers font moins de 5 km. 80% des trajets journaliers sont inférieurs à 50 km. Donc la moyenne du trajet journalier est à peu près de 30 km. Le temps de charge, donc le véhicule particulier, 90% de son temps, il est à l'arrêt. Donc l'idée, enfin c'est plus qu'une idée, c'est utiliser son temps d'arrêt pour charger le véhicule électrique sur des périodes longues. Donc, le besoin pour la charge de véhicules électriques, c'est l'accès multiple à des prises de charge. Bon, en ce moment, vous pouvez en avoir chez vous à la maison, quelquefois au travail, dans des centres urbains, pour que vous puissiez utiliser votre temps d'arrêt pour charger votre véhicule avec des niveaux de puissance et des niveaux de raccordement faibles. Donc plus le niveau de puissance de votre raccordement est faible, plus votre temps de charge il est long. L'adaptation du temps de charge, donc c'est ce que je disais, donc la charge étalée dans le temps, ça permet de mettre en place des structures de charge avec un coût d'installation plus faible. Donc vous ne pouvez pas mettre des chargeurs à 150 kW ou à 250 kW sur tous les sites. L'investissement serait beaucoup plus lourd. On en vient aux charges rapides. Ce sont des nécessités ponctuelles. Donc les stations de charge électrique se développent, même parmi les grands pétroliers. On peut citer Total, installent leurs bornes de charge sur soit des sites dédiés, soit complètent leur station avec des bornes de charge. Alors, comment ça fonctionne un véhicule électrique? Je ne vais pas vous faire un cours d'électrotechnique, mais on voit qu'il y a deux types de charges, la charge alternative et la charge courant continu. Au milieu, le petit bloc vert, c'est ce qu'on appelle un BMS, c'est un Battery Management System. C'est un terme qu'on retrouve assez souvent en sécurité électrique, qui gère la charge et la décharge, qui est connecté à la batterie. Vous avez sur la partie courant alternatif,
Vous avez le convertisseur alternatif continu, c'est un redresseur pour ceux qui connaissent. Et ce qui contrôle le moteur, c'est un onduleur, donc il fait l'inverse. Il convertit la partie continue en une partie alternative sous une certaine forme, avec une possibilité, lorsque le moteur est en mode freinage, de réinjecter l'énergie dans les batteries par le biais du BMS. Donc, c'est quelque chose de simple dans le principe, mais technologiquement, ça fait appel à de l'électronique de puissance, de l'électronique de contrôle, de la technologie, différentes chimies au niveau des batteries, sachant que le mode de récupération d'énergie, c'est ce qu'on appelle un mode en 4 cadrans, pardon, pour ceux qui connaissent le terme. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça dans l'explication du fonctionnement. Pour ceux qui ont des véhicules électriques, selon la puissance et le type de raccordement sur une borne ou sur le réseau, vous avez différents types de connecteurs. Donc, chaque connecteur correspond à une norme. Donc, par exemple, les plus gros à droite, vous voyez que c'est de la charge en courant continu. On est sur des puissances de 150 kA, 255 ampères, sur du 600 volts. Et chaque constructeur, à un moment donné, par rapport à la puissance de sa batterie, à l'autonomie de la batterie qu'il veut mettre en place pour l'autonomie du véhicule pour lequel la batterie est conçue, va mettre en place un certain type, une certaine norme de prise qui est directement sur le véhicule. Donc, par exemple, le type 4, c'est un CHAdeMO. Donc, si vous allez chez Volkswagen ou chez Stellantis Peugeot, vous allez demander quel est le type de connecteur. Ils vont vous sortir soit l'un ou soit l'autre qui équipe le véhicule. Alors, les modes de charge, il y a 4 modes principaux. Les modes 1 et les modes 2, ce sont sur des prises non dédiées. Donc ça, c'est côté installation fixe, c'est pas côté véhicule. Et donc, c'est le boîtier de charge qui est livré avec le véhicule. Donc, vous le connectez sur votre prise à la maison, vous vous connectez sur le véhicule, et là, vous êtes soit sur le mode 1, sur le mode 2. Le mode 2, il y a un dispositif de protection du câble qui est incorporé. Sur les bornes de charge, on est principalement sur des modes 3 et 4 qui permettent de véhiculer des puissances plus importantes, donc des temps de charge plus courts. Donc si vous êtes sur on voit le petit tableau en bas à droite, sur des temps de charge de 20 minutes, ce qu'on recherche tous, on n'a pas envie de passer des heures dans une station-service. Sur des bornes publiques, on peut avoir des puissances de 150 kW et des courants de 240 ampères, ce qui est quand même extrêmement important. Et il y a, aux dernières nouvelles, des bornes de charge qui sont plus puissantes, qui sont à l'étude et qui sont en train aussi d'être installées. Voilà pour ces notions de puissance. On va aussi parler de normes, donc, puisque nous travaillons dans un laboratoire, on utilise des normes. Donc, toute cette partie borne de charge, il y a une norme générique, c'est la norme IEC 61851-1. Nos clients qui font qualifier leur borne de charge chez nous utilisent cette norme produit. Alors, on va parler du marché européen. Donc, comme c'est un produit électronique, vous n'échappez pas au marquage CE, vous êtes obligé de passer par le marquage CE, qui correspond aux mêmes règles qu'un produit électronique, industriel, classique. Le règlement REACH est à considérer pour éviter la présence de substances dangereuses par rapport à la liste candidate. Alors, REACH, c'est une base de données qui gère un certain nombre de composés chimiques qui sont reconnus
fortement mutagènes, pathogènes, cancérigènes. Et donc on ne souhaite pas que des produits ou des composés chimiques qui ont cette faculté-là se retrouvent dans des installations publiques ou chez vous à la maison. Donc ça fait aussi partie de notre travail. La directive D3E est connue. Si vous achetez par exemple une télé, vous payez, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'éco-participation. Voilà. Donc l'éco-participation, vous avez l'application de la directive D3E s'applique aux infrastructures de bornes de charge. Donc elle est concernée. Et vous retrouvez logiquement la petite poubelle sur l'étiquette des bornes de charge. Voilà. Mais ça ne suffit pas pour le marquage CE. Donc, marquage CE veut dire que le produit est conforme aux exigences essentielles des directives européennes qui sont applicables. Donc là encore, faudrait-il connaître toutes ces directives européennes. C'est ce que, en gros, on appelle la loi européenne. On confond souvent avec des normes, mais il y a les directives, qui est la partie réglementaire, et les normes, qui sont l'état de l'art, les guides techniques que l'on utilise, le référentiel technique par rapport auquel on doit faire nos essais quand je me place en tant que fabricant. Alors, le marquage CE, donc c'est ce que je disais, identifier toutes les directives applicables du produit et s'assurer de la conformité à une seule directive, ça ne suffit pas, il y en a plusieurs. Il faut respecter et valider les exigences essentielles au niveau de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Donc je vais détailler un peu tous ces points. Alors, vous pouvez choisir les procédures d'évaluation de conformité par des méthodes autorisées. Vous pouvez faire un contrôle interne de la conception. De par mon expérience, j'en ai pas vu jusqu'à présent. On passe plutôt par des preuves de conformité, par usage des normes harmonisées. Donc j'expliquerai aussi ce que c'est des normes harmonisées. Donc on passe par des laboratoires d'essai tels que nous. Alors, vous devez constituer un dossier technique. Donc le dossier technique, ce sont les fiches de conception, les plans, les schémas, les croquis, le dossier de conception technique. Et ce n'est pas suffisant, vous avez besoin des preuves de conformité pour que vous puissiez établir la déclaration UE de conformité. C'est ce qu'on appelait avant la déclaration CE. Et par contre, la déclaration CE sur aucune preuve de conformité, non basée sur des preuves de conformité, c'est un peu dangereux de travailler de la sorte. Alors, le marquage CE a apposé, le logo apposé sur l'étiquette, sur le produit, plus les logos réglementaires, comme par exemple la poubelle barrée, puisque la directive D3E est applicable. Alors, voilà 4 autres directives qui sont applicables. Directive basse tension, ce qu'on appelle la sécurité électrique. La directive CEM, c'est pour les appareils électroniques actifs, pour ceux qui connaissent bien la CEM. La directive RED, c'est pour les équipements qui intègrent des fonctions radio. Il y en a de plus en plus dans les bornes de charge qui intègrent des fonctions radio, comme par exemple un patch RFID ou une borne qui communique en Wi-Fi, en Bluetooth, voire en 2G, 3G par des liaisons en radiotéléphonie mobile. Il y a une autre directive qui est utilisée, c'est la directive RoHS2. Et là, on a 6 substances qui sont interdites d'usage, comme dans tout matériel électrique et électronique qui circule dans l'espace européen. C'est le plomb, le chrome 6 ou au chrome hexavalent, le mercure, le cadmium et 2 dérivés de brome qu'on retrouve surtout dans des retardateurs de flamme ou des produits comme ceux-là. Donc tout ça, c'est à observer. Comment on arrive à observer ces directives? C'est en passant par les normes. Je ne vais pas détailler
toutes les normes. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Donc on est de nouveau sur la famille des normes 61851-1. Donc il y a la 21, la 22, le 23. La différence, c'est que vous avez une connexion conductive sur une alimentation à un courant alternatif ou continu. Après, la suivante, elle traite que le courant alternatif et la suivante, elle ne traite que le courant continu. Donc une norme produit qui est adaptée à la conception de votre borne. Et la Thierry 24 gère la communication par digital, parce que dans des bornes de forte puissance, on met une communication CAN, qui est un protocole industriel pour gérer la partie sécurité et la transmission d'informations entre le véhicule et la borne. Il y a d'autres normes qui ne sont pas harmonisées, qui ne sont pas publiées, que l'on utilise. C'est l'évolution. Ces normes, elles évoluent, je ne sais pas, tous les 1, 2, 3, 4, 5 ans. En norme IEC, elles repassent dans le domaine européen quand elles passent en norme EN, pour ceux qui me suivent sur les normes. Et on a également des normes produits qui accompagnent la partie CEM, donc tous ces essais de compatibilité électromagnétique qu'on doit faire en cage de Faraday pour vérifier que le produit n'est pas perturbé par son environnement et que le produit ne perturbe pas son environnement électromagnétique de façon rayonnée ou sur les câbles. Directive basse tension, sécurité électrique. Donc là, j'ai cité quelques normes sur les connecteurs que vous avez vus, exemple les CHAdeMO, etc. Donc c'est pareil, on doit observer par type de connecteur, par type de technologie, des normes bien spécifiques. Donc il y a un travail documentaire lorsqu'on fait une évaluation de conformité qui est suivi. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors ce que j'ai écrit en tout petit, c'est très important, j'aurais dû l'écrire en plus grand, c'est la dernière ligne. Il y a des autres points de conformité qu'il faut observer, et là on rentre dans le travail dans le laboratoire. C'est par exemple les cartes électroniques. Il faut vérifier qu'elles soient conformes à leurs normes produits, qu'elles soient communicantes ou non. Il y a les organes de coupure, vous avez des contacteurs et des relais, vous n'allez pas mettre un contacteur en relais qui n'est pas qualifié ou qui n'est pas certifié. Les câbles, les socles des prises de courant, les connecteurs en dehors des connecteurs que vous utilisez pour brancher sur le véhicule, ça s'appelle plutôt un pistolet. Il y en a d'autres types à l'intérieur de la borne de charge. Il y a toute la partie essais climatiques et les essais mécaniques. On fait des essais de torsion, on fait des essais statiques sur les bornes de charge. Toute la partie indice de protection, c'est vérifier que la poussière ne rentre pas, que vous ne pénétrez pas avec un test du doigt de l'enfant, quel est le niveau de protection par rapport à la pluie, ou si vous nettoyez votre borne de charge avec des jets d'eau, que vous ne noyez pas l'électronique qui est à l'intérieur. C'est du bon sens aussi. Et vous avez également les indices de protection contre les chocs IK, parce que comme ce sont des bornes qui sont sur le domaine public ou qui sont à l'extérieur, que si vous tapez dessus avec un marteau, que la borne ne se déforme pas et qu'à l'intérieur, il n'y ait pas des pièces qui partent en lambeaux. Donc cette partie-là est également très, très, très importante. Alors, on va reparler un peu de CEM. Donc, compatibilité électromagnétique. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est la CEM dans le détail, il faudrait beaucoup plus de temps. Mais comme c'est un équipement électronique actif, il émet des ondes de perturbation radiofréquence. On est censé vérifier son niveau d'émission et il y a des normes qui définissent les limites admissibles. Au même titre que l'immunité, donc le produit il est susceptible d'être perturbé par son environnement. On vérifie également sa robustesse et que le produit ne se mette pas en panne parce qu'il y a à côté une voiture qui tourne et qui perturbe la borne de charge. Donc ça n'a pas de sens. Donc ce domaine-là, ces normes-là sont des normes usuelles et ça évolue. Ça évolue au fil du temps parce que l'environnement électromagnétique, il évolue, il a beaucoup évolué ces 10 dernières années et principalement aussi à cause de la radio. Je ferai un petit mot sur la partie radio.
Euh, voilà, je vais aller un peu plus loin. Partie radio. Lorsque vous intégrez des technologies radio comme tout ce qui est bande 2,4 GHz, c'est du Wi-Fi, du Bluetooth Low Energy. Donc vous avez aussi du Wi-Fi chez vous à la maison en 5 GHz, mais n'est pas utilisé aujourd'hui dans les bandes de charge. Donc le BLE, c'est du Bluetooth Low Energy. Vous avez des normes qui se rajoutent, encore des normes. Donc les normes, vous voyez, c'est des ETSI-EN qui gèrent toute la partie radio, que ce soit sur la partie émission radio pure et la CEM. Donc on est obligé de rajouter au référentiel normatif toutes ces normes-là. Autre référentiel très important, ce sont les normes EMF. Alors en anglais, ça veut dire Electromagnetic Field. C'est mesure des champs électromagnétiques. C'est principalement par rapport à la santé. Il y a des règlements européens qui définissent des niveaux maximums en matière de EMF pour éviter qu'une borne de charge fasse des émissions électromagnétiques qui seraient dommageables pour un public sensible. Exemple, vous portez un pacemaker. Si vous vous approchez près d'une borne de charge, elle est en charge, vous n'allez pas sentir à chaque fois sur votre pacemaker, à chaque fois que ça commence à s'accélérer. Il y a plein de cas comme ça qui sont décrits dans les règlements. Donc ça sert à ça aussi, les règlements. Donc, si d'autres modules radio intégrés, le référentiel normatif change, logique. Donc, si vous mettez du GSM, du 2G, du 3G, du 4G ou du RFID, avec votre téléphone portable, vous faites du narrow field communication, vous voulez payer avec un contact sans fil, ça arrive, c'est pas le futur, c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Alors, l'avantage du marquage CE, libre circulation des produits, c'est de l'auto-évaluation. Vous pouvez faire de l'auto-évaluation. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un laboratoire tierce partie. Personne ne vous oblige à le faire. Donc, pas de normes strictement obligatoires. Donc, ne présente pas de frein à l'innovation. Donc, ce sont des choix qui sont faits. Et la responsabilité, vous avez quand même la responsabilité du fabricant ou de l'importateur. Quoique, il y a des limites à tout ça. Donc la limite de l'autodéclaration, soit elle est faite sur la base de preuves ou pas. La démarche, elle est complexe, faut la connaître, faut savoir la faire. Pour la charge de véhicule électrique, les normes ne sont toujours pas suffisantes. Donc par exemple, pour l'interopérabilité, il faut faire attention à ces choses-là. Et il y a un décalage entre la mise à jour des normes et le développement des produits. Donc, à partir du moment où vous avez votre temps de développement et la norme, elle évolue derrière, vous vous dites, est-ce que je suis obligé de repasser le produit parce que ma norme, elle a évolué. Donc, il faut trouver des chemins pour que ça se passe du mieux possible. En France, il y a un décret, c'est le 2017-26, sur l'installation des bandes de charge. Là, on a parlé de la conception. Donc l'installation des bandes de charge, vous avez une obligation de qualification des installateurs. Donc les installateurs doivent être qualifiés et reconnus pour installer des bandes de charge. Les dispositions relatives à l'installation des infrastructures de recharge, ce sont, exemple, il faut mettre un disjoncteur différentiel résiduel en tête, minimum 30 mA. Donc ça, ce sont des règles, vous pouvez mettre plus sensible, ça c'est le minimum. Et vous avez des dispositions relatives à la maintenance des infrastructures, contrôle une fois par an. Voilà, ce sont des exemples en matière d'installation. Certains fabricants de véhicules électriques ont choisi de créer des marques de certification comme Renault. Donc Renault a créé son propre label qui est le label EV-Ready. Donc c'est une marque volontaire visant à garantir la sécurité, l'interopérabilité, la performance et la robustesse, parce qu'il y a
plus de qualifications, plus d'essais à faire selon des cahiers des charges précis qui sont les cahiers des charges Renault. Il y a une certification tierce partie qui est faite par la ZEFA. Donc la ZEFA, c'est principalement LCIE, couvrant le produit et son installation. Donc là, on fait la conception du produit et l'installation de la borne de charge selon les cahiers des charges Veredi de Renault. Alors, voilà, je reviens en arrière. Donc là, c'est une marque de seconde partie délivrée par Renault. Alors une seconde partie par rapport à une tierce partie. Tierce partie, c'est un laboratoire indépendant. Une seconde partie, c'est une association qui a été créée par un constructeur. Donc, permet d'assurer l'entière interopérabilité avec les véhicules Renault de type Z2. Exemple, la Zoé, qui rentre dans ce type d'interopérabilité. Voilà. Donc, il y a une certification qui est la certification Z2 Ready. Et il y a peu de laboratoires qui sont accrédités pour faire ce type de certification. Alors, je vais parler un peu de notre offre globale et notre offre de service. Donc, c'est une offre conjointe avec Bureau Veritas. Donc, moi, je travaille pour le LCIE. Il y a Bureau Veritas aussi qui a une offre produit. Elle concerne les fabricants des bornes, les promoteurs immobiliers, puisqu'ils sont intéressés pour équiper leur parc immobilier de bornes, les exploitants, donc les sociétés qui exploitent la partie charge, et la partie installation, donc ces installateurs qui sont agréés, reconnus pour installer toute la partie infrastructure de recharge. Alors, les enjeux, comme je disais, pour les fabricants de bornes de charge, c'est fournir des produits qui sont conformes, qui ont été qualifiés, voire certifiés par des organismes indépendants, en cohérence avec la réglementation, surtout la réglementation la plus au goût du jour, avec les normes les plus récentes. Les promoteurs de projets, principalement les futures constructions, les parcs immobiliers, on en a beaucoup qui s'intéressent à l'installation de bandes de charge ou par exemple les grandes structures telles que des supermarchés qui installent des parcs photovoltaïques avec des bandes de charge. Les installateurs, puisque c'est un métier récent pour eux, et les exploitants, ceux qui vont facturer les prestations de distribution d'énergie électrique. Donc, beaucoup de corps de métier sont concernés, pas que la partie conception des bornes. Voilà, donc quelques exemples d'offres de services. Donc, on peut faire du conseil, de l'aide à la décision sur les éléments techniques. C'est, vu tout ce que je vous ai dit, très difficile de se lancer tout seul. Il faut monter des dossiers. Il y a la partie borne, il y a les parties stations. Il y a la partie, si vous avez une connexion informatique, vous pouvez avoir de l'IT. Je n'ai pas parlé de cybersécurité, mais la cybersécurité va aussi rentrer en jeu, puisque la directive RED, celle qui traite la partie radio au niveau des conformités européennes, va évoluer en 2014 et va intégrer les notions de cybersécurité. Donc là aussi, il va falloir regarder ces points-là. Tester les mises en service sur tous les domaines, le contrôle réglementaire et aussi toute la partie certification et aussi sur la qualité de service sur les contrôles périodiques des installations de bornes de charge. Voilà. Je voulais juste aussi présenter, donc moi mon nom c'est Eric Weibel, donc nous avons un responsable technique et RVE qui est situé sur Paris, qui est Stéphane Camboué, donc et également mon collègue Romain Ferrucci qui est ici présent, qui va aussi s'occuper de ces sujets-là. La présentation est terminée. Avez-vous des questions? Vous savez tout des bandes de charge?
Ok. Bon salon.